Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Faux Départ avec Déborah aujourd'hui. Là où j'enregistre maintenant, nous sommes en juin 2023. Il fait à peu près 40 degrés dans mon bureau. Je suis en nage. Et puis, je ne sais pas toi, Déborah, de où tu nous parles. Bienvenue. Tu es où? De quelle région? Alors pour le coup, j'ai pas l'accent québécois, hein, mais j'ai bien l'accent alsacien, donc du coup, je pense que les gens ont remarqué d'où je viens. Voilà, Effectivement, ouais. bah, du coup, je pense que tu as aussi beau temps comme nous ici à Genève. Mais ce qu'on se disait juste avant qu'on enregistre, les amis, c'est que ces capsules sur l'effet toboggan, elles sont particulières pour moi parce que quand on a commencé l'aventure de Faux Départ avec la famille Bonaparte, on était, dans une bulle, on va dire, derrière les coulisses, professionnelles et cetera. Et là, maintenant, je donne la parole aux mamans et je me rends compte à quel point les dégâts sont monstrueux. C'est-à-dire que, tu vois, Déborah, je ne sais pas si tu as vu toutes les capsules avec Julie Bonaparte, mais en tout cas, souvent dans les capsules, elle nous disait que ça fait 30 ans qu'elle parlait aux professionnels et qu'elle observait tout le temps les mêmes choses. Mais quand on entend les mamans maintenant, comme tu m'as aussi donné ton témoignage, raconter leur histoire, c'est pas pareil que juste le dire entre professionnels, parce que là, on a vraiment le ressenti d'une mère. Et moi, je suis vraiment choquée à chaque fois d'entendre et de lire vos messages parce que certaines, vous m'envoyez des messages vocaux, c'est plus facile pour moi pour que je les entende et puis que je me rende compte aussi de votre vécu. Et je te remercie déjà, Déborah, d'être venue nous ouvrir ton souvenir, qui est pas loin en fait, parce que tu as accouché en 2021 de ta fille. Et comme tu m'as dit, c'est pas quelque chose que tu fais couramment, de faire des vidéos, donc tu sors de ta zone de confort. Et vraiment un grand merci parce que je sais que c'est pas toujours simple. Déjà, pour parler de choses rigolotes, c'est pas toujours facile d'être en vidéo, mais alors là, en plus, on va retourner sur un épisode de ta vie où, sur le moment, tu n'as pas compris que tu étais sur un effet toboggan, mais après coup, puisque moi j'ai pris des notes sur ton témoignage, eh bien, tu m'as dit: «J'ai découvert Faux Départ trop tard, après coup et l'effet toboggan aussi». Et du coup, on va revenir sur cette, période. Je crois que c'était en février. Ça a commencé le 11 février 2021. Donc en plus, on était en pleine période de restrictions avec le covid et tout le tralala. Là aussi, hein, ça a été corsé, au niveau des inepties qu'on a fait subir aux femmes. Est-ce que tu as envie de commencer par nous raconter ton accouchement avec ce qui s'est passé? Moi, j'avais noté à 1h30 du matin, tu as rompu la poche des os. C'est un peu comme ça que ça a commencé ton accouchement, c'est ça? Exactement. Alors, bah, je dormais et à un moment donné, j'ai été réveillée par des petites douleurs que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais, ressenties C'était bien ton et premier bébé, hein? oui, ouais, ouais, D'accord. mon premier bébé, ouais. Et du coup, je suis restée allongée, j'ai pas réveillé mon compagnon pendant ce temps parce que c'était supportable, c'était très voilà, j'ai laissé venir et d'un coup, je pense que voilà, j'ai attendu une demi-heure à peu près et d'un coup, j'ai senti, vraiment comme un ballon qui explose en moi et en fait, j'ai perdu la poche du coup dans le lit et bon là forcément, bah, je savais que le travail, avait commencé. Enfin, je savais, Tu étais au voilà. au terme par rapport à ce Oui, qui était prévu? C'est bon, tu étais arrivée là, au ouais. terme? D'accord. J'étais à 39 semaines, d'aménorrhée, ouais et donc voilà, j'étais pas stressée parce que, j'avais, lu beaucoup de choses sur, l'accouchement, mais certainement pas assez de choses ou pas les bonnes choses, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, je me suis sentie assez confiante. J'avais pas trop de peur en plus et je me suis dit: «De toute façon, c'est naturel, voilà, les femmes accouchent depuis la nuit des temps et si tout le monde y arrive, pourquoi pas moi?» Donc Mmh. je suis déjà partie, j'étais bien partie, je veux dire et donc j'ai pris le temps de prendre ma douche, de encore rassembler quelques affaires, et on y allait assez tranquillement et voilà, je suis arrivée vers 3h30 du matin à l'hôpital. Donc là, tu avais toujours des contractions à ce moment-là? Ouais et je perdais encore, hein, beaucoup d'eau, hein, partout, il y en D'accord. avait partout.
OK, et Ouais. est-ce que c'est quelque chose qu'on t'avait dit de faire, d'aller directement à la maternité une fois que la poche des os était rompue ou fissurée? Oui, ma sage-femme, avait dit qu'une fois que, ouais, la poche des os, était rompue, elle avait même dit qu'il fallait pas trop traîner. D'accord, c'est ce qu'on t'a dit, en fait, hein. Ouais, Alors là, j'en profite, tout de suite, les amis, pour vous préciser, pour ceux qui n'ont pas lu mon livre, sur Faux départ ou qui n'ont pas, suivi la prépa et cetera. Eh bien, je parle d'une étude, qui a été faite au Canada, justement, il y a quelques années, sur des milliers de femmes, et c'était, par rapport à cette toujours peur de l'infection, hein. D'ailleurs, il me semble que toi, tu as reçu après une injection d'antibiotiques, hein, ouais, et cette peur d'infection quand la poche des os est rompue, eh bien, en fait, ils l'ont testé sur des méta-analyses et puis ils se sont rendus compte, en faisant justement des analyses à grande échelle, eh bien, qu'il y avait pas de risque supplémentaire d'avoir une infection, même 4 jours après, hein, pour autant que, on ne pratique pas de toucher vaginal. Et ça, c'est vraiment le gros problème. C'est toujours les mains, surtout dans les hôpitaux. On sait à quel point les maladies nosocomiales sont un fléau, pour les patients, et donc forcément, à partir du moment où on fait des touchés vaginaux à répétition, il y a des risques d'infection qui augmentent, mais qui n'est pas, forcément lié au fait qu'on peut rompre la poche des os. Du moins, c'est tout le temps vécu comme une urgence, et ça fait partie aussi de notre programmation, hein, Déborah, de une fois que la poche des os est rompue, ah là là, faut vite courir à l'hôpital parce que sinon tout le monde risque l'infection. Voilà, je voulais juste, faire cette petite parenthèse par rapport à ça. Donc toi, tu es arrivée là-bas, tes contractions ont continué une fois que tu es mmh, arrivée là-bas? ouais. Elles se sont jamais arrêtées, hein, de toute façon. D'accord, d'accord. Mmh. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, ensuite, j'ai été accueillie, mais vraiment tranquillement, salle d'attente, bah, voilà, carte vitale, monitoring, tout ça. On m'a posé quelques questions, et après on m'a mis en salle, il y avait une salle nature en fait avec un lit, un ballon et une baignoire, et donc on m'a mis là-bas pour, voilà, j'avais bien précisé dans mon projet de naissance que je voulais qu'on me laisse le temps, et que, je voulais éviter, bah, tout ce qui est médicamenteux, hein, voilà, dans la mesure du possible, voilà, et qu'on me laisse vraiment, faire un travail, quoi. Tu m'as dit aussi dans ton récit que tu avais dû faire un test Covid en plus en arrivant. Tu avais des contractions. Ouais. Comment ça Alors ça, comment tu as vécu ce moment? Parce que ça doit pas être simple déjà d'avoir des contractions à la mmh, maison, mais en plus dans un nouvel environnement, avec en plus on t'a fait un nasopharyngé, j'imagine? ouais. Ouais, des 2 narines en plus. Voilà, c'était, ouais, je l'ai pas très bien vécu, et ce que j'ai encore plus, mal vécu, c'est le fait qu'en fait, je ne voyais pas le visage des gens. En Et fait, ah oui, parce qu'ils avaient les masques, et toi aussi oui, du coup, on t'a demandé de mettre un masque? non, ça j'avais demandé avant, voilà, avant l'accouchement, s'il fallait que j'accouche avec un masque, est-ce qu'il fallait que je subisse tout le travail avec le masque, et ils avaient dit: «Non, non, ça a Bon, été le cas au tout début, mais ça l'est plus maintenant». OK. Mais voilà. Mais en tout cas, j'avais vu tellement de professionnels différents, et en fait, le masque m'a perturbée moi depuis le début. Parce que c'est un moment, déjà tellement intense, je voyais pas l'expression des gens, je voyais pas, voilà, il y avait une co pas enfin voilà, tous les codes de communication, je les avais pas avec ce masque. Je reconnaissais pas les visages, je reconnaissais pas les gens, et il y avait tellement de monde qui est passé, voilà, test Covid, monitoring, toucher vaginal, enfin, et du coup, je me suis sentie, vraiment, presque comme un numéro en fait, et où mon intimité n'était pas respectée, Mmh. et moi je trouvais ça, j'avais l'envie de demander aux personnes quand ils me saluent, qu'ils baissent juste le masque pour que je puisse voir un visage, mais en fait, j'ai jamais osé le faire. Mais ça m'a beaucoup perturbée, en tout cas. J'ai noté une phrase que tu m'as dite dans ton enregistrement. Tu m'avais envoyé: «Je ne me sentais pas libre de dire non». Mmh. Hein? Et ça, c'est vraiment un phénomène qu'on observe de façon, très forte dans le milieu médical. Il y a une on est vraiment éduqué pour se soumettre
à tous ces injonctions et tous ces codes, en fait, hein. Hem, ça, je l'ai noté parce que je crois que souvent les gens ont un peu, honte ou ils se sentent seuls en se disant que c'est plus facile pour les autres. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre, c'est à se libérer de cette peur de dire: «Ben non, en fait, j'ai pas envie, j et ça, je veux ça». On ne nous apprend pas, hein, à s'imposer quand même, ce qui veut pas dire d'être dans la force, mais simplement dans le fait on assume et on revendique et c'est non négociable, hein, parce que, quand on arrive à l'hôpital, on n'est plus sur notre territoire et les hommes aussi, hein, on parlera après aussi du compagnon, mais on n'est plus dans notre territoire, alors on n'ose pas, hein, comme quand on est invité chez les gens. Alors que Julie le disait tout le temps, heu, nous louons l'espace. Il nous appartient le temps de la naissance. Et ça, je pense que malheureusement, on n'a pas dû te le dire dans tes préparations à la naissance. D'ailleurs, comment tu t'es préparée? C'était par rapport à des lectures ou tu avais fait des choses particulières? J'avais fait des lectures, j'avais suivi avec une sage-femme, l'aptonomie. Mmh mh. Ouais, c'est le fait de mettre les mains sur le ventre et de voilà, de communiquer avec son enfant par le toucher. Avec le papa, j'avais fait ça Mmh. et voilà, j'avais fait de l'acupuncture, des petites choses comme ça, mais et j'ai fait des lectures. Mais c'est vrai que maintenant, je réalise que je me suis vraiment pas préparée assez Mmh. et comme tu le dis aussi, il y a toutes ces injonctions aussi et toutes ces paroles vis-à-vis par rapport à l'entourage où ils te quand tu es enceinte, bah, chacune raconte ses accouchements ou son accouchement, comment ça s'est passé, et voilà, pour certaines, il y a eu des accouchements aussi qui ont été très compliqués. Moi, je voulais vraiment me libérer de ça. Je voulais pas avoir cette peur qu'elle voulait me transmettre, peut-être Mmh. inconsciemment. Ouais. Et voilà, donc autrement, oui, je me suis pas préparée plus que ça. Avec une sage-femme, oui, mais c'était vraiment sur, le souffle, enfin des choses très, très basiques. Je me suis Mmh. préparée plus aussi, je pense à l'allaitement par contre. Là, j'ai été plus accompagnée, je dirais. C'est quand même, toujours, enfin pas toujours, mais très souvent le cas quand c'est un premier bébé. Parce qu'on ne sait pas où on va et puis, souvent on se dit justement, comme tu l'as dit: «Oui, bon, bah, les femmes accouchent depuis la nuit des temps, ça va le faire». Oui, ça, c'est quand on n'est pas perturbé dans ce processus involontaire. Sauf que tu vois, là, tu es arrivée dans un territoire qui n'était pas le tien avec des codes qui sont venus confronter et perturber la physiologie de ton travail. Tu nous parlais de touchés vaginaux. Toi, tu sais à peu près, quand tu es arrivée à l'hôpital, puisque tu avais demandé une salle nature, si ton col avait commencé à se dilater ou tu sais pas ça? J'étais à 3. OK, d'accord. Donc Oui. c'était déjà pas mal pour un premier bébé d'arriver à 3. Tu as pu bénéficier d'une baignoire? Oui. Comment ça s'est passé? Bah, la baignoire, je pouvais, vraiment disposer, voilà, de la balnéo, après elle était pas très confortable, hein, parce que tu en Mmh. parlais aussi déjà, dans ton témoignage. Voilà, c'était, très, très dur, c'était pas du tout confort, mais j'avoue que ça me soulageait un petit peu parce que j'avais très mal au dos. Mais, pareil au niveau des positions, au niveau de, voilà, comment se mettre pour se soulager, pareil, je me sentais pas libre, en fait. Je Ouais, Tu je étais dans quand tu étais dans cette, ben, baignoire piscine, mmh. donc c'est pour ceux qui savent pas, c'est comme une coque avec des préformés, hein, c'est ça? Donc en fait, tu es pas à genoux, le ventre dans le vide vers l'avant, tu es plutôt en arrière, hein, comme si tu es Ouais, assise, hein. ouais, c'est ça. Ça fait très beau quand on visite une clinique parce qu'on se dit: «Ah, ça doit être confortable», on imagine un jacuzzi, mais c'est vrai que le jour J, c'est pas du tout ce qu'il nous faut effectivement. C'est rigide, donc c'est pas du tout agréable. Il y avait qui dans cette pièce? Il y avait une sage-femme avec vous? Vous étiez que les 2? Il y avait que nous 2 et j'avoue, on nous a bien laissés tranquilles, au tout début, des Mmh. heures. Il y avait juste de temps en temps un petit passage pour demander si tout allait bien, et il y avait du monde autour si jamais on avait besoin, mon compagnon pouvait, aller chercher quelqu'un, mais voilà, et puis il y avait pas trop de lumière, on pouvait mettre la musique qu'on voulait, voilà. Là-dessus, je veux dire, je me suis assez vite bien sentie. Et c'est à partir de quel moment que ça a changé de dynamique, cet accouchement alors? Et ben, dès que en fait, elles ont
Dès que j'ai eu l'injection de l'antibiotique déjà. Alors j'étais hyper sceptique, je voulais absolument pas parce que pendant toute ma grossesse, j'ai fait très attention à mon alimentation, j'ai pris aucun médicament, et là je me suis dit: «Mais mince, en fait, ça commence déjà par ça, on va déjà m'injecter un antibio alors que j'ai fait attention toute ma grossesse». Donc j'ai déjà commencé à être pas très au clair avec ça. Mais Mmh. comme dit, j'ai pas osé dire non. Et je rejoins ton avis, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi. Ça vient en fait de l'enfance. On nous apprend à obéir, à suivre un chemin de tout petit et à obéir à une hiérarchie, à une blouse blanche, à une personne qui a un certain rôle dans la société. Et en tant qu'enfant, on nous demande pas notre avis. En tout cas, c'était le cas pendant Mmh. mon enfance et je le remarque, c'est encore le cas aujourd'hui. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'en fait, le dire non, ça me coûtait parce que j'avais peur du regard des autres. Voilà, j'avais peur voilà, d'affirmer une pensée. Et souvent, voilà, quand on est enfant, on nous demande de faire certaines choses pour faire plaisir à et de faire Mmh. l'effort pour, au Mmh. détriment en fait de ses propres besoins. Et ça, je l'ai compris que après, bah, quand ma fille est née. Ouais. Et voilà. Et du coup, oui, je suis d'accord avec ça. Donc du coup, tu as eu cette perfusion d'antibio. Est-ce que c'était encore dans la piscine que tu avais ça? On te l'a sorti? Comment ça s'est posé Ouais, après? ouais, j'ai dû sortir pour le coup. Ah! Donc Ouais. tu as dû sortir pour avoir cette injection-là, Oui. enfin cette Ouais, ouais, perfusion-là. c'est ça. Tu m'as parlé aussi de Saint-Occinon. Alors à partir de quel Ouais. moment on t'a proposé d'accélérer tes contractions, considérant qu'il y avait on appelle ça la dystocie du travail, que ça stagnait, c'est ça? Exactement. Alors je pourrais plus te dire combien d mais ouais, donc je suis arrivée à le 11 février, ça devait être le Ils ont 12 vers calculé mi le nombre d'heures en fait, ils te oui, t'ont dit que c'était ça, c'est qu'il fallait oui, maintenant que ça aille plus vite. exactement. Et que D'accord. c'était, il fallait, voilà, c'est Mmh. exactement ce terme, il fallait que ça aille plus vite parce que je dilatais plus. J'étais à 4 ou 5, je crois. Mmh mh. Et moi, dans ma tête, je me suis dit: «Ah mais c'est pas mal finalement 4-5» parce que j'arrivais en fait encore à gérer mes contractions, ça se passait bien. Et en Tu fait, étais j'ai libre de senti tes mouvements là? Comment ça se passait? ouais, là, j'étais libre de mes mouvements, ouais, Donc encore. pas de monitoring à ce moment-là? De temps en temps, on venait, mais je D'accord. me promenais pas avec, on va dire. Mmh mh. D'accord. Et du coup, voilà, je me suis pas sentie libre et j'ai pas eu le choix, en fait. Et même la façon dont ça m'a été présenté, voilà, il fallait que ça aille plus vite. Parce que voilà, j'étais déjà là, la veille, très tôt le matin, Alors que le bébé ne montrait pas de signes, particuliers? non, pas du tout. Et moi non OK, plus, hein, je veux dire, tout allait bien. OK. Donc là, j'imagine que pour te faire cette, intraveineuse de Saint-Occinon, on t'a demandé d'être dans un lit, Oui, donc allongé sur le dos. ouais. Et là, tu as senti la différence, j'imagine, de contraction? Alors là, je Mmh. c'était très dur parce que j'ai senti, mais c'était en quelques minutes, je pense, hein, Mmh mh. Mmh mh. une accélération des contractions et une douleur, intense, en quelques minutes, ouais, quasi insupportable, je crois que j'ai tenu 1 heure je crois, 1 heure et demie. Sur le dos, Alors cloué là, au par lit? contre, une fois que j'ai demandé à pouvoir me déplacer. Oui, Donc je me déplaçais avec cette avec poche, la perche. voilà, c'est ça. Et j'étais sur un ballon, je me souviens, en salle de naissance du coup là. Et ouais, c'était et en fait les contractions, j'avais plus de pause entre. C'était Mmh mh. ça qui était dur. Elles étaient très fortes et j'arrivais pas à récupérer en fait. Mmh mh. C'est que ça s'enchaînait et c'était, très, très intense, très, très douloureux. Et et forcément à ce moment-là, bah, mon compagnon, me voyait dans cet état-là, j'étais complètement, je pouvais plus parler, enfin ouais, je pouvais plus parler, j'avais envie de hurler, j'étais vraiment pas bien.
Et j'ai beaucoup culpabilisé déjà à ce moment-là où je me suis dit, «En fait, je vais pas y arriver. C'est trop douloureux». Mmh. Oui, effectivement, parce que comme tu pouvais pas comparer avec, d'autres accouchements, C'est ça. tu t'es peut-être dit: «C'est ça accoucher», hein? Alors que, dans un accouchement naturel, pour celles qui se posent la question, qui ne l'ont pas encore vécu, les pauses naturelles sont là justement pour récupérer, s'oxygéner et le bébé avec d'ailleurs et créer les fameuses endorphines qui sont la péridurale naturelle. Mais pour ça, ça vient un petit peu après, hein, c'est pas tout de suite au début. Et c'est vrai que ce que tu dis dans ton témoignage, c'est que j'avais plus de pause en fait pour récupérer. Ça, c'est un grand classique qu'on entend tout le temps quand on est dans un processus chimique. Hein, les contractions induites sont, redoutables à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit ça va souvent ensemble, synto, péri, hein, ça va ensemble. Exactement. Je connais très peu qui arrivent à suivre, en étant, boostés comme ça Mmh. sans anesthésie. Donc du coup, tu as demandé la péridurale? Ouais, parce que vraiment je tenais plus physiquement, Ouais. c'était ouais. Donc je l'ai demandé, on me l'a posée, elle n'a pas fonctionné, donc voilà, j'avais, je sais pas, elle avait été mal posée apparemment, je sentais juste, un petit côté, mais voilà, ça n'allait pas et du coup là forcément, avec cette péri, j'étais obligée de rester couchée sur le dos. Ouais. Donc tu avais toujours mal en fait, c'est ça que J'avais tu toujours dis? très, très mal, ouais et ça a bien duré encore 1 heure et l'anesthésiste après, revient en me disant: «Écoutez, je me rends compte que j'ai mal fait mon travail, Mmh. il faudrait que je vous en repose une». Bah, je dis: «Bon, bah, OK, hein, voilà» et elle me repose cette deuxième péridurale du coup qui a fonctionné. Mais alors là, par contre, je me suis sentie, effectivement, je ne sentais plus rien, mais par contre, mentalement, non plus. C'est-à-dire que Mmh. j'étais complètement déconnectée de la réalité. J'étais, droguée. Je me suis vraiment Mmh. sentie, dans un autre monde, j'avais, une énorme fatigue, des hallucinations, une chaleur intense, Ouais. et j'avais qu'une seule envie, c'était de dormir, en fait et je me suis Ouais. endormie. Ouais, je me suis endormie et je pense bien 2 heures et à ce moment-là, la sage-femme vient me réveiller et elle me dit: «Écoutez, là, il va falloir pousser». Je dis: «Comment ça? Je dors, je viens de me réveiller, je suis Mmh. incapable de pousser. Je n'ai plus de force, je ne sens rien. Vous me demandez là, maintenant, d'accoucher?» Elle me dit: «Oui, oui, maintenant, il va falloir y aller». Donc pareil, je me dis: «J'ai pas le choix, est-ce que je peux dire oui? Est-ce que je peux dire non?» En fait, j'étais complètement perdue et je me suis dit dans ma tête: De toute façon, elle sait, je fais confiance et OK». Donc je commence à pousser et et ben, je pousse, 1 heure, je pense. Mais j'étais waouh, Donc claquée, là, hein. poussée dirigée, on est d'accord, hein? Toujours dans Ouais, le lit, oui, tu inspires, tu bloques et tu pousses tout ce que tu peux? exactement. OK. Ouais, Donc tu sens pas ce que tu fais évidemment, puisque tu es complètement anesthésiée, ouais. c'est C'est exactement. hyper difficile, hein, de pousser sans sentir ce qu'on fait. Ouais, Exactement, ouais pendant 1 heure et en je plus. voyais que j'y arrivais pas. Ouais, ouais, Donc même c'est si on décourageant. m'encourageait, ouais et en fait, la tête était, voilà, je veux dire les cheveux étaient là, mais il manquait ce truc, hein Mmh mh. et bon, je pousse, ouais, une bonne heure, je pense et et d'un coup, voilà, la sage-femme, vient me voir et me dit: «Je sais que c'était pas dans votre projet, mais il faudrait juste un petit coup de pouce, pour qu'elle arrive, je vais appeler la gynécologue». C'était la nuit, hein, forcément, donc là, c'était le 13 février, dans la nuit entre, 4 heures et 5 heures du matin et donc cette gynécologue arrive, avec sa claventouse sur le tabouret Mmh. et et là, voilà, elle commence à donc on voilà, toujours cette poussée dirigée et en même temps cette aide avec la ventouse. Alors ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des niveaux d'intensité pour tirer sur le bébé, en fait.
Et là, je saurais plus dire. J'avais en tête à peu près, ouais, 10 minutes, un quart. Enfin, je pensais moi que ça durait beaucoup plus longtemps, une demi-heure, mais en discutant avec mon compagnon, il me dit non, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, c'est déjà pas mal. Mmh. Et je voyais cette gynéco tirer là-dessus, en train de faire un marathon, quoi. Elle était mais en sueur, elle soufflait. Tu m'as Elle a, dit, ouais, j'ai noté, la gynéco était en transe. ouais, Est-ce ouais, que tu peux nous expliquer ce que tu entends par ça, en fait, dans ta vision, dans ton ressenti du moment? ouais. Mais en plus, je me souviens très, très bien. C'est que tellement ça m'a choquée, en fait. Bah, elle posait la ventouse, en fait, elle tirait tellement fort assise sur le tabouret qu'elle s'épuisait et je l'entendais souffler, tirer, et à Mmh. force, alors elle augmentait l'intensité. Elle est même à un moment donné presque tombée du tabouret tellement elle tirait fort Ouais, que, et ouais, je la vois, en transe, en train de souffler, en train de ouais et là, je me suis dit: «Ouais, mais en fait là, j'ai vraiment commencé à stresser». ouais. Je me suis dit: «Là, il y a quelque chose qui va pas» et je voyais les gens autour, même si je voyais pas leur visage, mais Tu je voyais sentais. qu'il y avait de l'inquiétude, que ça commençait à bouger dans tous les sens, Et ton ouais, compagnon là, co qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait avec toi? Il ouais, était il dans un état de était choc ouais. aussi, j'imagine? Ouais, ouais, ouais. Il me tenait la main, en fait, lui, il était, comment dire? Ouais, choqué. Mmh. Il s'attendait tellement pas à ça, je pense, que, non, il était ça lui a cloué le Impuissant bec, hein. Ouais, et impuissant. impuissant et interrogatif et inquiet aussi, je Mmh. pense. Mmh. Parce que c'était aux portes, mais ça venait pas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après, comment ça a abouti cette ventouse? Et ben, j'ai entendu, dans la salle de naissance un petit peu plus loin, code rouge et ça par contre je l'avais lu dans un livre, ce que ça Mmh. voulait dire et voilà la sage-femme qui revient me dit: «Écoutez, on pense que la tête est mal positionnée, en tout cas on n'y arrive pas comme ça, hem, il faut qu'on fasse, une césarienne en urgence». Bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise, hein, j'étais en fait, là, j'étais en train de pleurer, hein, clairement. Ouais. Mon compagnon aussi, parce qu'on savait qu'on allait être, séparés, qu'il fallait que ça aille très vite et d'un côté, j'étais aussi inquiète pour, mon bébé, quoi Bah, oui, évidemment. et forcément, ouais et je sentais ce stress et cette, urgence de la part des professionnels, et autant j'ai senti beaucoup de personnes très humaines, très professionnelles, très bienveillantes, autant j'en ai senti d'autres, où vraiment c'était, j'étais une de plus, point barre, quoi. Mmh. Il y avait Ouais. pas d'empathie, il y avait pas de gestes tendres, pas de communication, pas vraiment de regard. Voilà, donc j'ai vraiment eu ces 2 versants où je me suis dit: «Mais ouais, je me ça m'a questionnée par rapport au job, à comment elles vivent les choses, voilà, on sentait qu'il y en avait certaines qui étaient très, très protocolaires, qui se détachaient complètement de ce qui était vraiment en train de se passer, peut-être par sécurité, par peur, par, confort, je sais pas en fait, mais bon, en tout C'est cas, vrai voilà. qu'il y a un sous-effectif qui est déjà dénoncé depuis longtemps Mmh. et ceux qui arrivent à tenir dans cette ambiance-là, puis qui veulent faire un travail, digne de ce nom, respectueux, parce que c'est un moment sacré, une naissance, c'est très difficile, maintenant pour les professionnels de travailler dans ces conditions, donc la plupart désertent, ceux qui ont encore un peu le choix et puis malheureusement, bon, c'est toujours un peu la loterie, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, comme on dit. Mais c'est vrai que là, on visualise tellement ce toboggan parce que malheureusement, on pourra jamais dire après coup à quel moment ça a basculé. Mais il est évident que cette gestion active du travail que j'explique aussi dans la prépa, qui est que à partir du moment où il y a eu ce fameux protocole de Dublin, on s'est dit: «Il faut que le travail avance vite parce que plus ça va vite, plus c'est sécure». On voit bien que une fois de plus, ton histoire nous prouve que ce n'est pas vrai,
puisqu'on veut accélérer la nature en disant que ça va pas alors que ton bébé allait bien. Je rappelle que, quand on a dit: «On va, mettre, Déborah sous Saint-Aussinon», ton bébé n'était pas du tout, enfin, il y avait aucune raison. Ta grossesse était bien passée, tu étais à 39 semaines en plus, c'est pas hein, le terme en France, c'est 41 semaines, donc pas de prématuré, mais en même temps, c'est pas non plus que, tu avais dépassé plus que je sais pas combien de semaines. Et on veut faire vite les choses en disant que c'est plus sécure et à partir du moment où on injecte le Syntocinon, et bien là, tu perds le contrôle. Mais c'est Mmh. pas tu perds le contrôle parce que c'est toi, c'est que tu perds le contrôle parce que tout simplement, le Syntocinon, il est pas là pour, rendre l'accouchement facile. Il est là pour accélérer les choses et ça après, c'est à la mère de se débrouiller avec. Mais comme il y a de nouveau dans notre culture toujours cette fameuse péridurale qui vient sauver la femme en souffrance, bon, mais le problème de la péridurale, c'est qu'en l'occurrence, même si elle était nécessaire, parce qu'avec une contraction induite, c'est l'enfer, ça te cloue au lit. Donc Mmh. comme toi, tu m'avais même dit, j'avais noté les mots: «Je me suis sentie droguée, amorphe et morte Ouais. suite à la péridurale». Enfin, c'est fort quand même comme mot, je me suis sentie morte comme un zombie là, mort-vivant. Alors que la naissance, c'est un moment justement où la femme, elle hurle, elle est plus vivante que jamais, tu vois? Et elle hurle pas parce qu'elle souffre, mais elle hurle parce qu'elle est là dans toute sa présence. Ou elle hurle pas, peu importe, mais tu vois, j'essaye vraiment de guider les gens qui comprennent pas encore bien cet effet Taban, comment il fonctionne à travers des exemples comme le tien. Parce que quand on arrive au moment où on voit je sais pas si tu as vu la scène avec, cette ventouse ou si tu avais l'impression d'observer la scène d'en haut, mais je peux imaginer qu'à un moment donné, on est presque dissocié dans ces moments-là, où on se dit: «Mais c'est un cauchemar, c'est pas possible, c'est pas possible». Bon, du coup, on arrive au fameux code rouge, donc tu as eu une césarienne à la fin? Tu pas parce qu'on a certains témoignages où il y a un code rouge et puis finalement on dit: «Allez, on essaie une dernière fois», puis des fois le bébé sort à ce moment-là. Les femmes échappent à la césarienne, ce qui n'a malheureusement pas pu être, ton cas. Non et vraiment tout ce que je ne voulais pas, c'était une césarienne. Vraiment, Bah oui. c'était ouais, c'est et Et ouais. là en plus, donc forcément tu me dis que tu t'es réveillée, bon, dans une salle où évidemment encore complètement, groggy, tu comprenais pas, enfin, sans ta fille pendant 2 heures. Ouais, alors, ça, vivre déjà rien que le moment de la césarienne sans mon compagnon à côté, c'était et je me sentais en fait, comme un animal qu'on est en train de d'ouvrir, hein. Vraiment, je me suis Mmh. sentie comme un bout de viande posé là, à qui je donne mon corps en fait et mon bébé aussi et c'est là aussi où c'était difficile parce que, ça devait être le plus beau jour de ma vie Ouais. et en fait, c'est devenu, un tel souvenir traumatique qu'aujourd'hui, voilà, je me pose, comme je te l'avais dit, la question d'un deuxième enfant parce que j'ai pas envie de revivre ça et ça a été, pendant, ouais, 2 ans, ça l'est encore, un vrai traumatisme en fait, Mmh mh. Mmh. hem et je ne voulais surtout pas être séparée de mon bébé, en fait. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'elle sorte et que je la prenne dans mes bras, en fait et ne pas et en fait, je me souviens très bien que la césarienne, du coup, ils l'ont sortie et ils me l'ont montré parce qu'on a un grand drap, hein, Mmh. voilà. Ouais, ouais, Ils l'ont un champ. sorti et ils me l'ont montré comme ça, en haut avec ses lumières et tout, enfin bref et et tout de suite, elle a été emmenée, pour être pesée et cetera et mon compagnon se souvient très bien, qu'elle est à peine sortie, de mon ventre et qu'en fait, elle a tout de suite eu un Doliprane, et je me suis dit: «Mais comment ça, elle a eu un Comment ça? Doliprane?» Pourquoi on lui a donné un Doliprane à ta fille? Mais je ne sais pas et on nous a pas demandé notre avis et mon compagnon était choqué de ça. Il a dit: Mmh. «Le premier truc, c'est on lui a mis un Doliprane». J'ai dit: «Comment ça, on lui a mis un Doliprane?» Ouais et après un médecin un peu plus loin dans le couloir aurait dit, Heu, elle avait le cordon autour du cou.
personne nous a rien dit voilà, de ça, quoi que ce soit et bon après voilà, elle a été, quand même mis en peau à peau avec mon compagnon pendant tout le temps où j'étais pas là. Donc heureusement que lui, il a pu profiter de ce moment avec elle, mais voilà. Hem, Déborah, si tu veux bien, j'aimerais juste préciser pour les gens mmh, qui l'ignorent encore, le cordon autour du cou fait partie des grands mythes, des dangers, alors que plus de 30% des bébés naissent avec des cordons. Moi, mon dernier, Edison, est né dans la salle de bain en 1h30, il avait un cordon autour du cou. Ça n'empêche pas. Alors, je ne vais pas détailler maintenant le pourquoi du comment. Je le fais dans mon livre et dans la prépa. Et on pourrait en parler aussi dans des vidéos spéciales, mais ça, souvent, c'est dit pour justifier, hein, mmh. l'acte sur la mère. Et après, il y a les services après-vente où on vient, moi j'appelle ça les services après-vente. Je vous rassure, ça s'appelle pas comme ça, mais moi j'appelle ça comme ça, les services après-vente de la naissance où on vient après dire à la mère: «Oui, mais alors heureusement qu'on était là parce que sinon vous arriviez pas à pousser, vous voyez madame, vous poussiez pas bien ou votre cordon était trop court» ou enfin, c'est toujours la faute de la mère ou du bébé. Voilà, c'est jamais la faute du protocole qui a eu, effectivement un effet, on appelle ça les effets iatrogènes. Jamais, jamais. Mais bon, quoi qu'il en soit, à la fin, c'est quand même toi qui restes là. Tu me dis aussi, heu, que pendant alors ta fille a dû être même en néonate parce qu'elle a eu une jaunisse carabinée. Est-ce que, on a évoqué un lien éventuel entre la ventouse et ça? Non. Personne t'a parlé elle avait eu un hématome ou pas? Oui, a après. À cause de la Donc ventouse? ça c'est Sur la tête? mon interprétation. Oui, disons qu'elle a eu un hématome sur la tête, là où il y a eu la ventouse qui s'est posée. Heu, je le précise parce que ça pourrait être intéressant d'avoir des témoignages de mamans qui viennent, nous dire moi je fais beaucoup de recherches par rapport aux témoignages. Est-ce qu'il y a eu des jaunisses carabinées après, des épisodes de ventouse forts? Parce que moi j'ai connu ça. J'ai connu ça pour ma première fille, hein. Elle a aussi dû être, sous lampe pour une jaunisse carabinée et après on a évoqué une incompatibilité, de sang alors qu'on bon, rien du tout, hein, j'ai fait mes recherches. Mais ce qui me choque dans ton histoire, c'est qu'en plus, même si on n'est plus dans l'effet toboggan, parce que là, ta fille aînée, j'aimerais quand même qu'on évoque ça, si tu es d'accord, parce que tu me l'as déposé dans ton témoignage. Tu étais limitée, c'est-à-dire que tu pouvais même pas aller voir ta fille ou passer ta journée avec ta fille. Qu'est-ce qu'on t'a dit par rapport à ça? Ben, par rapport aux restrictions Covid, j'avais le droit d'aller la voir une seule fois. En fait, elle avait je sais plus, hein, c'était 3/4 d'heure de lampe toutes les 3 heures, je crois. Ouais, quelque chose comme ça ou je sais plus franchement ça mais en tout Mais cas, donc, elle c'était était en répété. néonate même pendant entre les traitements. Non, là, je pouvais la récupérer, mais par contre, il y avait qu'un seul parent qui avait le droit d'y aller, déjà pendant la séance. D'accord. Donc, il y avait voilà ça et par exemple, mon compagnon, si dans la journée, il voulait y aller une fois, lui, par exemple, il avait le droit qu'une seule fois dans la journée et pas plus. De voir sa fille. Ouais, il avait le droit de venir à l'hôpital, qu'une seule fois dans la journée. C'est-à-dire s'il venait, par exemple, à 8 heures le matin et qu'il devait repartir à 10 heures, et ben, c'était fini. Il pouvait plus D'accord. revenir. Il Mmh. pouvait rester le temps qu'il voulait ou pas? Oui, il pouvait rester le temps qu'il voulait, mais pas la nuit en tout cas. Je crois jusqu'à 18 heures, il pouvait. D'accord. Et toi, dans ces conditions-là, tu te retrouves, là, avec, ton bébé qui est en plus sous les lampes et tu m'as dit qu'elle a fait des convulsions. Ouais. Alors ça, je suis restée 5 jours à l'hôpital, après l'accouchement, pour justement la jaunisse. C'est parce que, bah, j'avais pas la montée de lait souhaitée, Mmh. c'est pareil, c'était voilà, pas assez rapide. Donc ma fille, elle a perdu du poids et donc toutes les 3 heures, on devait alors ça, c'était pareil, je devais la réveiller en fait toutes les 3 heures pour, la mettre au sein et qu'une, sage-femme ou une infirmière, vienne en fait donner du lait, je sais pas, industriel.
Oui, Maternisé, on dit? Oui. Et préparation industrielle, pour nourrissons ou voilà, commerciale, PCN, ouais. ouais, c'est ça. Et voilà, donc déjà ça aussi, ça m'a perturbée, en fait, qu'on ne respecte pas, l'enfant, en fait. Elle était en train de dormir et en fait, je devais la réveiller pour la mettre au sein, et pour l'alimenter. Enfin, voilà, déjà ça me gênait d'être séparée d'elle tant et tant de temps par jour aussi. Je me sentais pas libre de rester avec mon bébé, de l'avoir sur moi. Enfin, vraiment, j'avais même pas le droit de sortir dans les couloirs parce qu'il y avait Covid. Fallait que je reste dans ma chambre. Enfin, je trouvais le contexte quand même très particulier. Et effectivement, on est rentré 2 jours à la maison et le lundi, on avait un rendez-vous, bah, justement, de contrôle par rapport à la jaunisse. Et pendant la consultation pédiatrique, elle commence en fait à faire des clonies, donc des convulsions épileptiques en fait. Et bah là, s'en est suivi bah, échographie, scanner, IRM. Et donc on a trouvé en fait un caillot au niveau du cerveau. Donc voilà qu'on appelle thrombophlébite cérébrale. Et donc là, ben, on a été transféré dans un autre hôpital qui était un peu plus grand et spécialisé. Et on y est resté 15 jours, le temps de mettre en place les traitements anticonvulsifs et anticoagulants, faire des IRM, voilà, faire une batterie d'examens, de prise de sang. Elle était branchée 24 heures sur 24. Ça, c'était pareil, je pouvais pas la garder sur moi. Elle était branchée dans un lit en plastique. Mmh. Voilà, donc je dormais sur une chaise en lui tenant la main. Je pouvais pas la manipuler en fait, je pouvais pas l'avoir contre moi, à part pour allaiter. Donc là, il fallait que je demande qu'une infirmière passe pour débrancher tel et tel truc. Ouais, donc ça, c'était Oui, aussi très ton soupir résume tout, en fait et c'est vrai que les amis là, quand j'entends, tu vois, des histoires comme la tienne, il faudrait qu'on ait, au moins 3 heures devant nous. C'est je l'ai dit aussi avec Aude, qui a d'ailleurs, qui a témoigné aussi et qui a dit les mêmes mots que toi: «J'avais l'impression d'être un bout de viande» et cette inexistence de la mère, elle se poursuit dans le postpartum. Dès qu'il y a une hospitalisation de l'enfant, moi j'ai tout le temps entendu ça, mais on laisse les mères sur des fauteuils alors qu'elles viennent d'accoucher. La plupart, en plus, elles ont le périnée abîmé, à cause des poussées dirigées sur le dos, et on les laisse comme ça souffrir. Alors là, pour le coup, c'est de la souffrance. Pour moi, c'est même pire. On traite mieux les animaux, faut quand même le dire à un moment donné. Les femmes sont laissées là et puis, on peut pas, même pas imaginer 2 secondes, ce que c'est de vivre un postpartum immédiat dans des conditions pareilles, en plus avec tout le stress que tu as dû ressentir, donc complètement antagoniste à l'ocytocine nécessaire pour un bon démarrage de l'allaitement. Mais j'imagine que on se demande qu'est-ce qui nous fait tenir dans ces moments-là. J'imagine la détresse que tu as dû ressentir, et en plus, avec une petite où apparemment on t'a dit, alors je sais plus où j'avais noté ces mots, mais tu as quand même vu un pédiatre, qui était, qui vous a dit: «Bon, ce qu'il y a, c'est très, très grave. Elle va avoir des retards moteurs ou d'apprentissage». Et vous, vous avez tout de suite évidemment pensé que c'était lié à la ventouse, ce qu'on s'est bien gardé d'évoquer, de ouais, cet tout à épisode, fait. de ventouse extrême. Mmh. Nous, on l'a plusieurs fois dit aux médecins, Mmh. qu'on pensait que c'était ça. «Ah non, non, il faut qu'on fasse des recherches au niveau des Mmh. parents, une incompatibilité au niveau sanguin, et cetera», du coup, on a fait plein, plein de tests nous, voilà, Et est-ce qu'on mais a trouvé la cause? non, Voilà. bien Une fois sûr de que non. plus. Ouais. Évidemment, ce qui ne veut pas dire que c'est de la faute de la ventouse de façon formelle, Mmh. mais de l'exclure d'emblée, moi, à partir du moment où on exclut d'emblée quelque chose sans pouvoir prouver que ce n'est pas la cause, eh bien, je me méfie toujours. Et ça commence à faire beaucoup, hein, les amis. Moi, j'en entends beaucoup parce que je peux pas interviewer tout le monde, mais vous êtes énormément alors, Dieu merci, c'est pas toujours la thrombophlébite cérébrale, mais disons que l'ictère violentissime, donc la jaunisse, ça, c'est un grand classique. Et puis, des cas de problématiques, oui, ça arrive, des convulsions, ça arrive, hein. Comme, nos capsules sont limitées en temps,
on va pas pouvoir parler de toute l'année qui a suivi, mais j'aimerais juste quand même préciser que ta fille va bien maintenant. Parce que, bon, forcément, j'imagine qu'il y a des mamans qui doivent être un peu en panique en écoutant ton témoignage. Est-ce que tu peux te donner quand même des nouvelles de ta fille, hein, après 1 an? Bah, elle a 2 ans maintenant. Oui, un petit peu plus, ouais. Bah, oui, justement, il y avait plusieurs médecins qui nous avaient dit qu'effectivement, elle aurait, très certainement, un handicap moteur, peut-être même un retard aussi d'apprentissage global, et cetera. Et moi, j'ai toujours décidé de rejeter ces paroles, en fait, Mmh. parce que, je l'observais elle et j'avais pas envie de me focaliser sur des croyances, «On a dit que et ça sera comme ça». Ouais. Et pareil pour l'allaitement, on m'avait dit qu'avec les traitements qu'elle subissait, qu'il était fort probable qu'elle n'ait pas la force de téter et qu'il faudrait peut-être l'alimenter par sonde, en fait. Et là, pareil, je me suis dit: «Je rejette ces pensées-là parce que je fais confiance, en mon enfant et on va tout faire pour que cet allaitement fonctionne et pour que justement elle ne garde pas de séquelles et que, voilà». Donc on était, inquiets mais quand même, voilà, confiants et on avait envie de garder vraiment de l'espoir, face à ça et effectivement avec les médicaments, avec le traitement, bah, elle tétait très bien, j'ai eu une montée de lait à un moment donné, l'allaitement s'est passé, merveilleusement bien et heureusement parce que je pense que c'est aussi ça qui m'a sauvée Mmh. et qui nous a sauvés, parce que j'y tenais vraiment et voilà et effectivement, aujourd'hui, c'est une petite fille, qui est, totalement, normale, qui n'a pas de séquelles. En tout cas, je ne les vois pas pour l'instant et même qu'un rend donc le dernier rendez-vous de contrôle qui s'est effectué l'année dernière au mois de mai, hem, bah, tous les médecins sont venus en chambre, en fait, regarder un petit peu comment elle allait et tous étaient, choqués, de son évolution. Et effectivement, je leur ai dit: «Ah ben, faut croire au miracle apparemment», mais pour moi, c'est vraiment, voilà, une belle leçon de vie et ça m'a beaucoup appris, bah, sur la vie, sur, des choses que je ne veux plus, savoir dire non, et quelles valeurs j'ai aussi envie de transmettre à mon enfant et en fait, ça a changé vraiment notre vie, hein. C'est pour ça que je veux, ce témoignage, en fait, cette expérience, effectivement, elle a été très, très dure. Mais elle a été aussi, un vrai déclic pour moi. Comme tu en parles aussi, hein, des fois il y a des événements, voilà, c'est humain je pense, des événements très durs mais qui nous font basculer à un moment donné et qui nous font réaliser des choses sur la vie, quand on est confronté à la mort ou à des difficultés comme ça et où justement je me suis posé beaucoup de questions sur la société, sur, ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi. Hem, voilà, par rapport à une société, quand même très matérialiste, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie finalement, sur mon lit de mort un jour, de me dire: «Ben, j'ai réussi à faire ça». Qu'est-ce que j'ai voilà, du coup, qu'est-ce que je garde en fait de tout ce que j'ai fait, et de tout ce qui s'est passé et ce sentiment en fait de culpabilité, je veux vraiment essayer de l'éviter dans le sens où, ma fille en fait, c'est tout ce que j'ai de plus cher finalement aujourd'hui et bah, mon travail est passé à côté, mon confort financier est passé à côté, j'essaye maintenant de m'entourer vraiment de personnes saines, hem, qui nous veulent du bien, en qui j'ai confiance, avec qui on partage les mêmes valeurs, j'ai aussi fait du tri dans ma vie de ce côté-là et par rapport C'est aussi à l'effet mon covid aussi, hein? aussi, mais complètement. Et par rapport à ma vie professionnelle, je ne me voyais plus de toute façon partir 5 jours par semaine, faire garder ma fille, ne pas la voir, ne pas participer à son éducation, ne pas la voir grandir, voilà, tout ça a été, Mmh. vraiment, un choc ouais, émotionnel, traumatique, hein, qui est pas encore, résolu, réparé. Mais, en tout cas, j'y travaille, beaucoup
Mais en tout cas, oui, c'était très dur, mais j'en garde quand même, une leçon de vie. Tu as réussi à transformer justement cette, expérience traumatique en opportunité effectivement pour passer, une étape et grandir, et je te félicite. Et aussi parce que tu as compris que tu avais été victime d'un effet toboggan. Parce que ce que je disais dans la capsule avec Aude, c'est que, certains psychologues, me disent que quand ils ont découvert cet effet toboggan, eh bien, ils se rendent compte qu'ils ont des patientes qui font des thérapies pendant des années, qui vont mal et qui comprennent toujours pas pourquoi elles vont pas mieux. C'est parce qu'elles n'ont toujours pas compris qu'elles ont été victimes pendant leur accouchement, hein, et que heureusement qu'elles étaient à l'hôpital, sinon elles seraient mortes et le bébé avec. Je rappelle toujours que, dans des cas d'extrême, urgence, on va dire, heu, on est content d'avoir la césarienne qui a effectivement, bien changé la donne, mais je rappelle quand même des chiffres. C'est que dans des communautés où on pratique, l'accouchement, naturel, notamment aux États-Unis, hein, vous avez tous les liens dans mes documents comme d'habitude, on est à 1,4 de césariennes. C'est quand même des statistiques qui ont été tenues, par cette fameuse sage-femme Ina May Gaskin de façon extrêmement précise, et qu'aujourd'hui, dans le secteur public, on est plus ou moins à une femme sur 4 qui finit en césarienne. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui en césarisant une femme sur 4 qu'on sauve des vies par rapport à 1,4, une femme, virgule 4 sur 100. On est à un univers opposé. Donc pour cette femme, virgule 4 sur 100, effectivement, on est content d'avoir un acte chirurgical. Pour toutes les autres, on est en général sur l'effet toboggan, dans l'écrasante majorité des cas. Et quand on le sait, eh bien, on comprend qu'on est victime, on peut commencer à aller mieux et on peut commencer effectivement à guérir cette blessure. J'ai envie de te laisser le mot de la fin, Déborah. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux mamans qui nous écoutent? Ben, ce que tu dis très souvent, vous êtes capable et c'est vrai que moi je le pensais au début, mais j'ai compris qu'effectivement cet effet toboggan, bah, je l'ai subi. Je l'ai subi, malgré moi, malgré, voilà, toutes les convictions que j'avais, mais c'est vrai que, voilà, c'est une expérience, voilà, comme une autre qui m'a permis de grandir. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? Dans le sens où, je pense un premier accouchement se prépare effectivement et ton travail, a du coup tout son sens et ton témoignage par rapport à ton accouchement à la maison que j'ai adoré parce qu'il est lumineux, il donne envie. Franchement, je me suis dit: «Oh mais j'aimerais tellement revivre ça, mais j'ai tellement encore peur». Pourtant, je Mmh. suis convaincue que j'ai subi cet effet toboggan. Mais comme tu le dis, en fait, il y a tout un travail de libération des peurs parce qu'on est tellement, on est tellement conditionné en fait à avoir peur et à avoir peur de l'accouchement depuis notre plus jeune âge. Et encore quand on est femme, on entend ça depuis tout petit. Et voilà, moi je te remercie vraiment pour tout ce que tu fais parce que j'ai découvert tes vidéos, mais je crois vraiment par hasard aussi, hein, sur Instagram et j'ai adoré ta façon de dire les choses. Toutes les capsules faux départ, ça m'a ouvert les yeux, que plusieurs fois j'avais les larmes aux yeux. Et je me suis dit mince, mais là j'ai compris que vraiment j'avais subi tout ça et que ben, j'y étais pour rien. Parce qu'il y a même un médecin, ça je l'ai pas dit, mais qui m'a dit mais tout ce qui s'est passé, c'est de votre faute en fait. Et Waouh! ça résonne encore en moi et je me dis Ouais. mais waouh, il y a une violence, mais incroyable, quoi. Donc, Ouais. voilà, je pense que c'est important de bien s'entourer et de se libérer effectivement de Mmh. ses peurs et de s'écouter. C'est ce que je dis parce que je fais de l'accompagnement maintenant de parents autour de l'éducation hein, des enfants pour changer aussi un peu notre vision de la parentalité et l'éducation. Mais je leur dis souvent, on n'a pas appris à s'écouter et à écouter nos propres besoins, même si on rentre pas dans un moule. Eh bien, si on pense que c'est bon pour nous et bon pour nos enfants, eh ben, allons-y. Peu importe le regard des autres, peu importe les jugements,
voilà, on n'est pas là pour faire plaisir, mais pour se faire plaisir à soi et surtout pour apprendre, la vie à nos enfants et partager des valeurs communes. Donc voilà, entourez-vous de gens, sains, qui vous veulent du bien, qui vous font du bien, avec qui, voilà, vous partagez de belles choses, donc voilà, je pourrais parler comme ça pendant 1 heure, mais En tout cas, je précise pour les personnes qui cherchent à être en contact avec Déborah que je vais mettre, les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez retrouver, Déborah par rapport aussi à ce que tu fais parce qu'effectivement, tu accompagnes aussi des parents maintenant et puis c'est chouette aussi que les gens puissent, rentrer en contact avec toi. Je te remercie, infiniment pour, ce témoignage, nous avoir ouvert, ce moment très intime et tu pourras aussi découvrir, les témoignages des autres mamans. Certaines fois, on se sent seul, enfin même la plupart du temps, on se sent seul et on se rend compte qu'on est, des milliers, des milliers, des millions. Chaque seconde, 4 bébés naissent sur terre. Alors vous imaginez l'ampleur des dégâts, les amis, quand on sait que 40 des femmes sont traumatisées par leur accouchement, pas parce que l'accouchement est traumatique, mais parce qu'on l'a rendu traumatique. Et je continue, en tout cas, je te remercie vraiment. Je continuerai à crier haut et fort que les femmes méritent d'être considérées comme des victimes de cet effet toboggan tant que ça n'aura pas vraiment été jusqu'au profond de toutes les petites contrées à gauche, à droite dans les campagnes, ben, je continuerai avec mon clairon. Et puis, je vous retrouve dans les prochains épisodes, les amis. Vraiment, abonnez-vous à la newsletter sur emmacruzy.com si vous voulez avoir toutes les plannings, les calendriers. On ouvre aussi des groupes de mamans. Alors, je peux malheureusement pas faire des groupes toutes les semaines comme j'aimerais, mais disons qu'il y a plein de choses et ça, on le dit dans les newsletters. Donc, allez tout de suite vous abonner. Vous avez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo et partagez-la aussi pour des personnes à qui ça peut servir. Encore une fois, dans des conférences, moi, j'ai des femmes de 70 ans qui sont mises à pleurer, tu vois, Déborah. Donc c'est pas forcément, les mamans qui attendent des bébés, mais des fois, ce sont des femmes qui se disent: «Ah mais en fait, je comprends enfin maintenant à 70 ans, quel temps perdu, si seulement on avait pu savoir ça avant». Voilà, merci beaucoup Déborah. Merci les amis d'être tout le temps avec nous et puis je vous dis, ben, à la prochaine. Merci encore. merci Emma, bye bye. Ooh,